devant que derrière. Si vous avez chaud, il vaut mieux venir devant. En plus, on vous voit, quoi, c'est mieux. Comme ça, vous serez concentrés. Tous devant, on aura l'impression d'avoir un public. Alors, je sais, moi aussi, important. j'étais à l'école et je me mettais au fond, près de la fenêtre et du radiateur, mais là, le radiateur, franchement, aucun intérêt, et les fenêtres, il y en a partout. Je vais prendre une chaise, je vais me mettre à côté de vous. Sinon... Mais oui, viens, Fanny. Merci d'être venue. Ah, c'est super. Même au premier rang, s'il le faut, n'ayez pas peur. On n'agresse personne en général. Parfait. Ça marche. Si, ça marche, on entend, regarde. Alors on va commencer parce qu'on est censé commencer pile à l'heure et finir pile à l'heure. Yes. Donc merci d'être avec nous pour cet atelier sur la relation client-fournisseur. Donc l'objectif, puisque le thème c'est le Made in local, c'est de voir comment la relation fournisseur et notamment la relation qu'on peut tisser sur un tissu économique local avec des PME et des TPE peut permettre de créer du Made in local, de créer de l'innovation, d'aller capter de l'innovation et puis aussi de maîtriser les risques dans un certain nombre de sujets. Alors, on a 4 intervenants et une serviteuse pour vous servir. Nos 4 intervenants, on a Jean-Luc Durand qui est responsable stratégie achat chez Alliance. On a Malika Idri, responsable régionale à G2R La Mondiale et puis présidente de la fondation Fondation Agir contre les exclusions Sud-Provence. On a Clémentine Parâtre qui est déléguée nationale du CJD, fondatrice du Lab Pareto, qui va nous parler de ce que c'est que le Lab Pareto, et puis présidente de Processus. Et puis on a Pierre Pelouzet, là il faut que je prenne une grande inspiration, qui est médiateur des entreprises auprès du ministre de l'économie, qui est président et fondateur de l'Observatoire des achats responsables, et puis qui est vice-président et trésorier de l'association Pacte PME. Et puis moi-même, je suis Fanny Bénard, je suis associée d'un cabinet de conseil qui est dédié à l'intégration des enjeux du développement durable dans les achats, ce qu'on appelle les achats responsables. Un cabinet qui s'appelle Bayerway et qui travaille avec certains d'entre vous sur un certain nombre de ces sujets. On va commencer par d'abord vous parler justement de relations PME, donneurs d'ordre. Et c'est Pierre qui va commencer avec le rôle de la médiation et le pourquoi de tout ça. Avec plaisir. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sormiou, une des plus belles calanques marseillaises, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais d'habitude, ça ne ressemble pas à ça, ceci étant. Mais c'est quand même sympa. Donc, je suis très heureux d'être ici pour vous parler de relations clients-fournisseurs et vous parler du rôle de la médiation. Continuez à venir devant, ceux qui arrivent, n'hésitez pas, vous allez voir, c'est vachement mieux. On se sent moins seul comme ça, sinon on a l'impression de vous parler de loin, c'est plus compliqué. Donc, le rôle du médiateur, vous allez comprendre pourquoi je vous demande de vous approcher, c'est d'essayer de renforcer la confiance entre les acteurs économiques. Donc, on va essayer de travailler sur tout ce qui éloigne les gens, notamment tout ce qui crée des problèmes entre les petites entreprises et les grandes. Je veux parler de factures payées en retard, de rupture de contrat, de spoliation de propriété intellectuelle, de changement de cahier des charges sans compensation. Enfin voilà, vous pouvez imaginer tout ce qui se passe entre les entreprises, dans les relations client-fournisseur. D'ailleurs, que le client soit un acteur public ou un acteur privé, ça marche dans les deux cas. Et c'est sur tout ça qu'on essaye de travailler, parce que tout ça, derrière, ça veut dire s'il n'y a pas de confiance, même si on a des bonnes commandes, on se dit je ne vais peut-être pas embaucher tout de suite, je ne vais peut-être pas investir tout de suite parce que je ne suis pas sûr d'être payé, etc., etc. Et donc, vous voyez, il y a un lien direct entre la confiance dans les liens clients-fournisseurs et l'emploi, et l'investissement, et la compétitivité, et la valeur ajoutée de tout notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait en quelques mots pour essayer de travailler sur cette confiance? D'abord, de la médiation. Médiation, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil fabuleux, c'est un outil magique qui consiste à prendre des gens très fâchés, à les mettre autour d'une table avec un médiateur et de les amener petit à petit à non seulement ne plus être fâchés, mais ensuite à même s'entendre, se parler, se comprendre, résoudre le problème qu'ils avaient entre eux, trouver une solution et repartir en ayant de nouveau envie de travailler ensemble. Et ça, c'est un outil formidable. Alors, il y a des médiateurs dans toutes les régions, on a notamment une médiatrice qui est ici dans la région, mais on en a partout en France. C'est un outil formidable puisqu'on fait aujourd'hui près d'1 millier de médiations tous les ans sur l'ensemble du territoire. Et dans les 3/4 des cas, ça marche. Et en 75% des cas, les deux entreprises ou l'entreprise et l'acteur privé repartent avec un accord et de nouveau envie de travailler ensemble.
Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous engage, et si vous en avez besoin, à venir découvrir la médiation. C'est un formidable outil. Et puis en parallèle, on essaie aussi de faire changer les choses en amont. C'est-à-dire c'est bien de venir quand il y a un problème, c'est encore mieux de faire qu'il n'y ait pas de problème. Et donc on a créé une charte, je ne sais pas s'il y a un certain d'entre vous qui était là ce matin, qui s'appelle Charte en faveur de relations fournisseurs responsables. Donc il donne les 10 clés, les 10 bonnes pratiques à respecter pour une relation client-fournisseur équilibrée. Payer en temps et en heure, s'investir dans son territoire, c'est vraiment le thème du jour, s'investir dans sa filière, donner de la visibilité, accepter la médiation, bien entendu, et voilà, le type de bonnes pratiques que vous trouverez dans cette charte. Cette charte a connu aussi un succès assez phénoménal. Elle a 5-6 ans d'existence. Donc on a commencé avec une vingtaine de grands groupes, et puis une quarantaine, et puis des acteurs publics sont venus, et puis des ETI, et puis des PME. Ce matin, on a signé encore sur le salon une entreprise régionale. Il y a près de 2000 entreprises aujourd'hui qui l'ont signé. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore signataire, à venir rejoindre ce mouvement. Vous rentrerez dans un club où il y a des rencontres, des formations, des animations, des bonnes pratiques qui sont partagées, qui sont publiées. Et d'autre part, ça vous permettra aussi de rentrer dans ce mouvement de bonnes pratiques et de dire que vous aussi vous vous impliquez là-dedans. N'hésitez pas à la connaître aussi parce que certainement certains de vos clients et fournisseurs l'ont signé et donc ça peut être utile parfois de savoir qui l'a signé et qui ne l'a pas signé. Et puis pour compléter, on a un label pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui acceptent d'être audités sur leurs pratiques. Et là, pour cela, le label qui porte le même nom, Relations fournisseurs responsables, va identifier, va mettre en avant, va promouvoir ceux qui non seulement ont signé la charte, mais sont capables de prouver et de prouver à quelqu'un qui vient regarder avec un œil professionnel tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils respectent dans la RSE, dans les achats responsables. Voilà en quelques mots le rôle de la médiation. Comme tu as cité, Fanny, mes autres casquettes, je vais en dire 2 mots rapidement. L'Observatoire des achats responsables, c'est vraiment le think tank, pour parler en bon français, des achats responsables en France. Donc on essaye de promouvoir les achats responsables, d'y réfléchir. Il y a un baromètre aussi tous les ans qui mesure l'évolution des achats responsables et ça progresse bien. On a participé, pour ceux qui sont un peu experts, à la construction de la norme ISO 20400 qui vient de sortir, une norme mondiale sur les achats responsables qui va être intégré dans le label dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis donc qui essaie de promouvoir, encore une fois, des actes d'achat de plus en plus responsables, de plus en plus intelligents. Là aussi, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et enfin, Pacte PME, une association qui est là pour développer des ETI, faire en sorte que les grands groupes aident les meilleures PME, les PME les plus innovantes, on reviendra sur l'innovation tout à l'heure, à se développer, à grandir et à créer les ETI dont on a besoin dans le pays. Voilà, j'en dis pas plus pour ne pas être trop long sur mon temps de parole, ma chère Fanny. Merci. Et Pierre, tu viens de parler de confiance et ça va faire le lien avec ce que Clémentine va nous raconter, avec notamment ce qui est à la base du Lab Pareto. Quand on a préparé, Clémentine, vous avez parlé de mariage d'entreprise et à la base de ces mariages, il y a de la confiance et il y a de la connaissance et il y a de comment on tisse le lien, notamment entre les donneurs d'ordre et les PME au sein du Lab Pareto. Oui. Ouais, alors en fait, je vais essayer, pour que vous compreniez la démarche du Lab Pareto, je vais vous expliquer comment elle est née. Donc moi, je suis entrepreneuse depuis 7 ans en Essonne, donc dans le sud de Paris, en banlieue, où il fait beaucoup plus chaud qu'ici aujourd'hui. En banlieue, oui. Et en fait, je fais partie du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, donc le CJD, qui est un mouvement patronal qui est né en 1938 et qui travaille autour du sujet de l'économie au service de l'homme. Donc on est 4500 JD en France qui travaillons autour de ce sujet-là, sur notre posture de dirigeant entrepreneur et sur la performance globale, c'est-à-dire comment être des dirigeants qui avons une économie qui sert l'homme et pas l'inverse. Donc j'ai rencontré beaucoup de dirigeants d'entreprises au CJD qui étaient en souffrance dans leur relation avec les grandes entreprises. J'ai entendu beaucoup de choses sur les acheteurs des grands groupes. Pas des choses toujours très très belles. Et puis j'ai aussi entendu des belles histoires sur les acheteurs. Bref, j'ai entendu tout un tas de choses au CJD, puisque je me suis impliquée sur la relation entre les grands groupes et les PME du CJD. Et puis j'ai travaillé avec la médiation et avec Pierre
Et puis j'ai rencontré beaucoup de directeurs achats de grands groupes. Et alors là, je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable parce que il y a quand même des directeurs achats qui ont vraiment envie de bouger les choses et qui comprennent qu'au travers de leur acte professionnel d'acheter à un fournisseur, quel qu'il soit, eh bien, ils ont un impact sur leur territoire. Ils ont un impact en termes d'emploi. Donc, moi, ma casquette première, je viens du milieu artistique, et donc le milieu artistique, c'est la rencontre des hommes et des femmes autour d'un projet. Donc j'ai eu une idée, c'est de regrouper au CJD à Paris des directeurs achats de grands groupes, tous ceux que j'avais rencontrés dans toutes mes missions pour le CJD, et puis des dirigeants d'entreprises du Centre des jeunes dirigeants, de tous les territoires, de toute la France, dans une salle avec une experte en intelligence collective, Alexis Niki, qui est new-yorkaise et qui est scénariste à la base, spécialisée dans le storytelling et dans comment faire se rencontrer les cerveaux ensemble de façon ludique pour qu'ils co-construisent des choses ensemble. C'est comme ça qu'est né le Lab Pareto, qui est devenu un think and do tank, parce qu'on think, on pense, mais on do aussi, on expérimente ensemble. Et en fait, Pareto, pourquoi ? Parce que ça vient de la loi du 80-20, et voilà, on repose tous nos travaux sur l'utopie de se dire que si toutes les directions achats dédiées au minima 20% de leurs achats par famille d'achat, eh bien, on pourrait permettre de créer beaucoup d'emplois sur les territoires. On part du principe, en moyenne, alors je ne peux pas vérifier ce chiffre, qu'un emploi, c'est 100 000 € à peu près de chiffre d'affaires pour une entreprise. Donc si on pousse les acheteurs des grands groupes à dédier plus de chiffre d'affaires aux PME sur leur territoire, eh ben, on redynamise les territoires. Donc ça fait 2 ans que cet écosystème-là dont je vous parle, des directeurs achats et des dirigeants de PME, travaillent ensemble pour créer un parcours, le parcours Pareto, qui est un parcours qui va regrouper donc des directeurs achats, des acheteurs, des dirigeants de TPE-PME, qui vont faire des vies ma vie, donc on a déjà expérimenté à la SNCF, à la BPCE, donc un directeur achat se rend chez un dirigeant de PME pendant une journée et vice-versa, et sa culture, ils comprennent beaucoup de choses. Puis on va construire un séminaire où il y aura du transfert de compétences. Le grand groupe, enfin l'acheteur, va pouvoir brainstormer avec la TPE sur sa stratégie commerciale vis-à-vis des grands comptes. On va essayer de démystifier et démythifier la vision que l'un peut avoir de l'autre, parce qu'il y a énormément de représentations qui ne sont en réalité pas justes. C'est un projet d'influence, donc c'est un projet d'expérimentation. On agit concrètement. Le but, c'est de créer des mariages, évidemment, dans cet écosystème de 40 personnes, dans et au-delà, puisque chacun a son propre réseau. Donc ça va se démultiplier, on va le suivre, on va analyser tous ces mariages. Le but, c'est vraiment de faire croître les PME qui seront dans ce parcours. Et puis, on veut l'emmener dans les régions, ce parcours, puisqu'on ne veut pas du tout être traité d'association parisienne. Donc, très vite, on va aller emmener cette expérience en région Rhône-Alpes, et pourquoi pas ici, en fait, dans votre région et dans toutes les régions qu'il y a en France. C'est vraiment l'objectif. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu venir ici pour vous raconter cette histoire et puis peut-être inspirer certains d'entre vous à se rapprocher de l'association Lab Pareto pour pouvoir m'aider à la porter en local dans votre région. Voilà, l'expérimentation en tout cas en Ile-de-France va commencer en octobre de cette année. Voilà. Merci. Malika, à vous la parole maintenant justement pour qu'est-ce que ça veut dire, comment on met en œuvre tout ça, comment ça se traduit dans une entreprise comme la vôtre. Alors, je m'exprime aujourd'hui, si j'y arrive. Oui, je vais arriver. Merci. Donc, je m'exprime à plusieurs titres. Alors, d'abord, parce que Clémentine m'a demandé d'intervenir. Je suis jeune dirigeante marseillaise, donc membre du CJD. À ce titre, la question de la place de l'homme dans la société et comment l'économie se met au service de l'homme, c'est un des fondements de mes valeurs. Et donc, je crois qu'on partage avec Clémentine ce fondement. C'est vrai qu'en tant que jeune dirigeante, je n'ai réalisé que je faisais partie d'un grand groupe qu'en intégrant le COPIL national. Parce que moi, j'étais jeune dirigeante. Ce qui m'intéressait, c'est de participer à ce grand mouvement du CJD.
de faire réfléchir les dirigeants, de les accompagner. Et puis en intégrant ce comité de pilotage national, je me suis aperçue que les regards qui étaient portés sur moi, c'était Madame Idri, AG2R La Mondiale. Et donc c'était le grand groupe. Et moi qui venais d'une PME, j'avais gardé une image de moi qui était celle d'une PME, celle de l'entreprise agile. Et donc le copil qu'anime brillamment Clémentine, parce que chaque fois qu'elle prend la parole, en général, tout le monde a envie de la suivre, et ça a été mon cas, donc je peux témoigner à ce titre-là. Ce copil m'a amené du coup à regarder mon entreprise, puisque je m'occupe d'engagement sociétal au sein de l'AG2R La Mondiale. Je m'occupe d'engagement sociétal sur la région PACA et la question des achats, des relations fournisseurs. C'était quelques mises en relation de PME locales de façon très ponctuelle, pas formalisée, à la demande. Et voilà. Donc du coup, j'ai regardé mon entreprise et là, je me suis dit quoi? Je me suis dit que comme beaucoup de grands groupes, on a développé une direction de la RSE, puisque évidemment, la RSE nous préoccupe. La question de l'économie, la question de la planète, la question des hommes, du social nous interroge et c'était naturel de développer de la RSE. Mais jamais notre direction RSE n'a dialogué avec notre direction des achats sur ces sujets-là parce qu'on n'a pas réalisé. Et en auditant l'interne, évidemment, on s'est aperçu qu'on pouvait évidemment créer une direction ex nihilo, faire, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais un silo supplémentaire, puisque dans notre groupe, et il faut savoir reconnaître ses forces, mais il faut savoir aussi analyser les axes de progrès. Et dans notre groupe, comme dans plusieurs grands groupes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, la question des transversalités, de la communication entre les différentes directions reste un enjeu majeur. Hein, c'est une préoccupation, c'est un sujet, c'est une ambition, mais ce n'est pas encore aujourd'hui quelque chose qui se fait naturellement. Donc la direction de la RSE considère que cette partie-là, la création d'emplois sur les territoires, l'accompagnement des PME locales, est plutôt de son ressort. Et puis là, la direction des achats s'est aperçue naturellement, à travers cette expérience, qu'elle pouvait jouer un rôle dans ces achats. Et ça n'a pas été une évidence, et du coup ils se sont posé la question de est-ce qu'on va pouvoir avoir des achats de qualité? Est-ce que les interlocuteurs vont pouvoir apporter une réponse nationale? Évidemment oui, puisque le lab, Clémentine le dira mieux que moi, propose, et ça c'est extrêmement intéressant, de créer de la valeur, y compris dans des alliances entre les PME locales et les PME sur le plan national, qui s'allient de façon plus naturelle pour répondre ensemble à un grand groupe sur son besoin à l'échelle nationale. Donc évidemment, la première chose, aujourd'hui AG2R La Mondiale n'est pas très concrètement impliquée dans le lab, c'est l'objectif que je me donne, d'abord au niveau national et ensuite au niveau local. Je peux vous dire aussi que la relation maintenant au niveau régional aux PME est regardée de façon différente, c'est-à-dire qu'on se pose toujours la question. Pour des questions vraiment de développement d'emploi local, mais aussi pour des questions d'écologie, de transport et puis de logique. On participe au développement local. Si chacun a cette démarche de participer au développement local, évidemment, notre région et chacune des régions dans lesquelles ça peut se faire deviennent plus fortes. Donc créer de la valeur au local, créer de la relation entre les hommes, créer de la confiance. Et je rebondis sur ce chiffre que vous nous donnez, qui sont 1000 médiations par an. Peut-être que je me trompe, mais je vais m'avancer quand même. Et je vais dire que si ces relations entre les clients et les fournisseurs, évidemment, se font en amont, qu'elles se font en confiance et qu'elles se font dans le cadre d'une charte qui définit bien les rôles et la bienveillance qu'il peut y avoir, et puis effectivement qui définit les risques qu'il peut y avoir à travailler avec un grand groupe quand on peut être une PME en termes de trésorerie, en termes de risques qu'on peut prendre, en termes de le chiffre d'affaires que représente ce grand groupe. Si tout ça c'est analysé, si les règles sont claires, je pense que ça diminue les risques, et je crois beaucoup à la prévention. Quand on travaille dans la protection sociale, la prévention, on considère que c'est vraiment la première arme pour éviter les difficultés sur le terrain. Après, je vais prendre une autre casquette, c'est celle de la Fondation Agir contre l'exclusion, et en tant que présidente, je vois ça d'un très bon œil, parce que, c'est l'approche du territoire, et je crois beaucoup aux relations de proximité humaines et territoriales. Je pense qu'on se parle mieux, qu'on fait mieux les choses quand on est ensemble, qu'on connaît le terreau sur lequel on intervient et qu'on peut créer de la richesse ensemble. Je crois aussi que tout ce qui peut contribuer, puisque c'est l'objet de la Fondation, à créer de l'emploi, et là, c'est vrai que Clémentine donne timidement un chiffre, mais que ce soit 100 000 ou 120 000, on sait que chaque fois qu'un grand groupe achète à une PME locale, elle va créer de l'emploi. Elle va créer de l'emploi direct, elle va créer de l'emploi indirect, elle va donner la possibilité à des gens de faire des missions d'intérim. Mais nous, ce qu'on sait, la directrice du Club FAS est devant moi, ce qu'on sait au Club FAS, c'est que chaque fois qu'on peut remettre le pied à l'étrier d'une personne qui n'a pas travaillé depuis longtemps, c'est une chance. Et c'est vraiment une façon de lui redonner les compétences, le savoir-faire pour recréer de l'emploi. Donc, le Lab Pareto et la question de ce comité de pilotage sur les relations aux fournisseurs, la médiation et l'engagement des groupes
pas que à travers leur direction de la RSE qu'ils fait naturellement, mais aussi au travers de leur direction des ressources humaines, en recrutant différemment, au travers de leur direction des achats, peuvent évidemment, puisque c'est le sujet du jour, et je vais conclure comme ça, apporter deux éléments importants. C'est contribuer à la création, à la richesse, à l'accompagnement des PME, leur permettre de grandir plutôt que l'inverse, donc créer de l'emploi, donc créer de la valeur. Et le deuxième élément, c'est évidemment pouvoir, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, du coup je me suis laissée, voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment pour moi une opportunité d'accompagner Clémentine sur ce sujet, en tant que présidente de la Fondation, en tant que membre du CJD, et que ce que je peux vous inviter à faire, que vous soyez une entreprise locale ou un grand groupe, c'est de vous rapprocher du Lab Pareto, du CJD ou de moi, parce que, évidemment, une fois que l'expérimentation parisienne aura eu lieu, que Rhône-Alpes se sera mis en marche, et bien l'idée, c'est de regarder comment, sur la région PACA, on peut travailler à créer cette valeur et cette relation entre les PME et les grands groupes. Voilà. Merci. Merci. Et justement, pour continuer dans l'application et dans comment on fait et dans comment ça donne du sens, comment chez Alliance on crée du made in local, comment par la souplesse de l'organisation, et on en a pas mal parlé, la souplesse de votre organisation, le fait que les achats sont vraiment là en fonction support, ça permet justement de tisser ce lien avec des PME locales, de faire des achats qui sont vraiment made in local comme le thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous, merci. Je suis très heureux d'être à Marseille. Qui fait meilleur que Paris, comme on dit ça. Juste pour le made in local, Alliance, il n'y a pas mieux. Hein. Nous sommes présents dans 70 pays, nous sommes numéro mondial d'assurance de responsabilité, nous avons 85 millions de clients, vous voyez, c'est très local. Une petite chose aussi, je voulais rajouter une petite parenthèse, là c'est pour faire un petit clin d'œil à Pierre, nous sommes signataires de la charte de la médiation depuis 2010, nous avons été les premiers, et nous sommes labellisés depuis 2014 sur nos achats de frais généraux. On était un des premiers à être labellisés. Ce qui prouve aussi, ça tisse un lien de confiance entre les entrepreneurs et les grands comptes. Alors pour le tissu local, pour travailler localement, je vais déjà décrire un petit peu ce que nous on achète chez Alliance. On s'occupe des achats déjà d'Alliance France, qui est déjà pas mal. Là, on est déjà sur du local, on n'est plus au niveau mondial. Et notre périmètre d'achat, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Mais il y a beaucoup d'achats qui concernent nos achats cœur de métier, c'est-à-dire les achats assurantiels. Lorsque vous êtes assuré chez nous, vous avez votre véhicule assuré. Si jamais vous avez un accident, malheureusement, on a un expert, un garage derrière. Tout ça, ce sont des fournisseurs, ce ne sont que des fournisseurs locaux. Parce qu'on ne va pas en faire dépanner de vos voitures, ça doit être Marseille, à Grenoble ou à Paris. Donc ce ne sont que des fournisseurs locaux et ce sont à 97% des PME. Où c'est plus difficile, ce sont sur les achats de frais généraux, c'est-à-dire les achats informatiques, tout ce qui nous sert pour travailler, pour que les 10 000 collaborateurs d'Alliance en France travaillent au quotidien. Et nous sommes représentés sur l'ensemble du territoire. Nous avons une grosse délégation d'ailleurs à la Tour Méditerranée à Marseille, donc à peu près 300 personnes qui travaillent. Donc on est présent dans les 8 grandes métropoles régionales, comme ça, pour que tous ces gens travaillent. En termes de frais généraux, c'est plus difficile pour les grands comptes de travailler avec les PME. Ce que Clémentine relevait tout à fait, c'est que comment on fait travailler des PME et comment les PME peuvent nous contacter aussi. Donc là, on travaille vraiment sur du local. Je vais vous donner les chiffres, nous, de nos fournisseurs sur les achats de frais généraux. Nous avons 77% de nos fournisseurs, des 6 000 fournisseurs sur les frais généraux, sont des PME. Donc c'est énorme et ça représente 43% du chiffre d'affaires sur les frais généraux. C'est-à-dire on a à peu près un peu plus de 600 millions d'euros d'achats de frais généraux et 43% sont dédiés aux PME. Et dans ces 77% de fournisseurs, on a 18% qui sont des micro-entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Donc Alliance fait confiance à ces entreprises-là. Pourquoi ? Parce que c'est aussi notre ADN, ce sont nos clients. On assure en France à peu près un peu plus de 500 000 entreprises. Et dans ces 500 000 entreprises, on assure des grands comptes et des grandes enseignes, bien sûr, mais aussi beaucoup d'entreprises locales. Et donc c'est tout ce lien qui se fait entre, si vous voulez, les agents généraux, toute notre force vive de vente de produits d'assurance et la direction des achats et notre direction de stratégie, on arrive à avoir un potentiel assez important d'entreprises et en tant que fournisseurs qui sont des PME. Alors comment on fait pour travailler, sachant que nous sommes la direction des achats est centralisée à Paris, donc ce n'est pas évident pour qu'une entreprise, on va prendre Marseille,
les entreprises marseillaises travaillent avec nous, ce n'est pas forcément évident, ça ne va pas monter à Paris. Donc nous avons, comme je vous ai dit, on a 8 délégations régionales. Et lorsqu'on a besoin d'exprimer par une délégation sur l'achat de prestations, de fournitures, de travaux, peu importe, sur les frais généraux, il remonte à un référent achat en local qui va l'aider à construire son appel d'offres et qui va, avec l'expérience locale du responsable de site, ils vont bâtir ensemble, si vous voulez, un appel d'offres sur des entreprises locales. Et pour que cela se fasse, on a écrit tout simplement dans notre process achat toutes les règles de fonctionnement qui font que les entreprises, on privilégie les entreprises locales par rapport à des entreprises parisiennes. On travaille à Lyon ou à Strasbourg. Donc, tout ce qui fait qu'on arrive à avoir un fort potentiel de PME parce qu'on ne va pas aller forcément chercher un grand compte pour faire des travaux à Marseille. On a un portefeuille immobilier assez important en France, mais à Marseille aussi, on a des immeubles d'habitation, des choses comme ça. Donc, pour rénover tout ça, on ne va pas faire descendre un plombier de Marseille, de Paris, on en a un à Marseille qui travaille très bien. Donc tout ça, si vous voulez, c'est coordonné, c'est mis en place dans notre process achat. Et dans le process achat, on privilégie, et donc il y a des règles qui font que l'acheteur va travailler en collaboration avec le délégué régional, que ce soit à Bordeaux, Strasbourg, de façon à privilégier le tissu local d'entreprise. Et bien sûr, derrière, au niveau commercial, on s'y retrouve également. Tout à fait. Et pour rebondir sur le deuxième thème qu'on avait, qui était l'innovation, justement, alors on va laisser Pierre dire un petit mot sur la mission de la médiation sur l'innovation, mais l'idée c'était de dire que beaucoup, quand on parle donc d'achat local, d'achat auprès des PME, voilà, ça demande un certain nombre de process, ça demande de mettre en place des choses, ça demande peut-être de changer le fonctionnement de ces achats. Et puis aussi, et j'étais à un autre événement sur les achats mardi à Lyon et on disait beaucoup, aujourd'hui l'innovation elle est plus forcément en interne chez les grands comptes, elle est chez les fournisseurs. C'est chez les fournisseurs qu'il faut aller la chercher, et donc notamment les fournisseurs qui sont des PME, des TPE, des startups, et ça aussi ça demande de changer la façon dont on travaille, ça demande de changer son approche des achats, et c'est aussi un des rôles de la médiation. Effectivement, l'innovation c'est une des clés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui permet aux entreprises de se développer, c'est d'une part d'avoir une trésorerie solide, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis d'autre part, il y a deux clés qui sont l'international et l'innovation. Une fois qu'on a ça, plus une démarche RSE, normalement, on est une entreprise qui se développe plutôt bien. Encore faut-il pouvoir l'avoir, c'est pas évident. L'innovation, c'est un chemin semé d'embûches. Et on a fait un travail là-dessus, nous, pour regarder le parcours du combattant, du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise qui a une super idée et qui essaie de transformer ça en produit ou en service innovant. C'est quelque chose de pas mal. Il ou elle est confronté à tout un tas de trucs qui s'appellent crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, qui s'appellent financement, qui s'appellent propriété intellectuelle, propriété industrielle, qui s'appellent relations avec des grands laboratoires publics et privés, qui s'appellent relations avec des grands clients. Et tout ça fait que, malheureusement, on a un taux de transformation dans notre pays qui est relativement faible entre toutes les bonnes idées qu'on a. Là, on est super bon en idées. Et tous les produits innovants qu'on produit ou qu'on arrive à générer, et là on est moins bon. On voit dans les classements mondiaux, on est très bon sur la première partie, et il y a une déperdition forte, et comme tout ça c'est une question de temps, parce que plus on met de temps à transformer l'idée en produit, plus on a de chances qu'il y ait un concurrent étranger qui ait eu l'idée et le produit avant nous, et donc que notre produit ne soit plus innovant. Donc là aussi, par rapport à ça, pour ceux qui sont concernés, n'hésitez pas, la médiation est là aussi pour ça. Si vous avez des problèmes sur le crédit impôt recherche, si vous avez des problèmes sur le crédit impôt innovation, venez en médiation, on vous aidera à essayer de renouer un dialogue, on parle toujours de dialogue, entre vous et les administrations concernées. Si vous avez un problème de propriété intellectuelle, propriété industrielle, quelqu'un qui vous a piqué votre idée ou d'autres choses à peu près aussi agréables, n'hésitez pas aussi à venir en médiation. On travaille avec l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, qui nous aide aussi, qui peut nous fournir des experts sur ces sujets-là. Si vous avez des problèmes avec vos grands clients, comme on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à venir aussi avec vos financeurs, etc. Donc vous voyez, sur tous les sujets innovation, on essaye d'apporter aussi de la médiation et on essaye aussi d'apporter des sujets, des outils un peu préventifs. Je vous en donne un par exemple. Pour ceux qui sont concernés, on a créé un référencement des cabinets conseils sur le crédit impôt recherche.
pour toutes celles et tous ceux qui un jour se sont dit « je pense que j'ai quelque chose qui relève du crédit impôt recherche, mais franchement, vu les cabinets, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de le faire tout seul, 2, on va avoir besoin d'un cabinet conseil, et 3, on entend des histoires d'horreur sur les cabinets conseils, dont malheureusement un certain nombre sont vrais. Donc comment je fais? Nous, on a fait tout un travail avec les fédérations de cabinets conseils, les associations de PME innovantes et les ministères concernés, et on a pu mettre en place un référencement des cabinets conseils. Donc vous avez sur le site médiateurdesentreprises.fr la liste des cabinets conseils référencés sur lesquels normalement vous pouvez aller en confiance et qui vous aideront à aller ou pas, si vous n'y avez pas droit, vers le crédit impôt recherche. Voilà, Fanny. Il faut que vous, quand vous allez avec une innovation voir un acheteur public, il faut que vous lui parliez du partenariat d'innovation. Peut-être que lui n'est pas au courant, mais il faut que vous connaissiez cet outil, qui est un outil de marché public qui va lui permettre de vous faire un accord dans le cadre des marchés publics. Mais encore une fois, saisissez-vous de ces outils, faites-les connaître aux acheteurs et vous verrez que les choses vont progresser. Je pense qu'elles commencent déjà à bouger. Oui, pour compléter, juste simplement sur ce sujet, je crois que le gros travail que fait le Lab Pareto, c'est de travailler les représentations des deux côtés. Et en fait, on s'aperçoit aussi que les PME n'osent pas forcément parler aux grands groupes. Et c'est la même chose pour les acteurs publics. Donc peut-être aussi encore plus et d'enlever ces freins et nos regards et nos préjugés et d'oser se lancer pour aller dialoguer avec eux sur leurs attentes. Alors quelquefois on trouve des portes fermées, mais quelquefois la magie de la porte ouverte se produit et c'est vraiment la question de pouvoir travailler sur les représentations dans les deux sens. Ça, c'est important de prendre conscience de cette notion-là. Voilà, donc Valérie Villeroux, je suis acheteur à la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc juste pour vous dire que nous avons enlevé les freins, nous sommes là à votre rencontre et nous sommes tout disposés à vous recevoir. Nous faisons beaucoup de sourcing, nous sommes à votre disposition. Voilà. J'aime bien qu'il y ait des acheteurs publics dans la salle. D'habitude, j'en dis encore plus comme ça. Ils réagissent plus fortement, mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est bien, et c'est vrai que la nouvelle réglementation ou l'évolution de la réglementation permet énormément de choses. Il faut juste que les deux parties se l'approprient pour faciliter la relation. Je voulais insister un petit peu sur ce que Malika a dit tout à l'heure sur la transversalité. Moi, j'ai travaillé dans une collectivité territoriale qui soutenait des structures d'insertion par l'activité économique et la direction des achats ne se fournissait pas auprès de ces entreprises alors qu'elle aurait pu très très bien, d'une part, les soutenir financièrement et puis d'autre part, leur acheter des produits. Donc je pense que l'intérêt justement des directions RSE, c'est d'être vraiment transverse. Et il y a des ressources qui sont soutenues, d'une part, donc il faut les soutenir encore plus en les sollicitant. Voilà, c'était juste une petite remarque sur la transversalité dans les collectivités. J'imagine que vous en parlez de plus en plus sur la RSE et sur les... Voilà, c'est une avancée par rapport à un temps où j'étais dans des collectivités où il n'y avait vraiment aucune porosité entre les différentes directions. Oui, il n'y a pas que dans les collectivités, hein. Dans les grands groupes aussi, les silos sont là et ils sont bien là. Et même sur le positionnement des achats, on parlait tout à l'heure avec Jean-Luc à déjeuner du positionnement des achats comme apporteur de solutions et plus comme cost killer ou apporteur d'économie. Et ça, c'est vraiment important aussi. Et c'est eux qui vont apporter potentiellement cette transversalité. J'ai l'exemple d'un client où le centre de R&D est passé par un prestataire pour faire du sourcing et pas par la direction achat. Donc ça montre aussi, quand on parlait de posture tout à l'heure, d'un côté le donneur d'ordre, de l'autre côté le fournisseur, il y a aussi la posture des clients internes pour aller chercher ces innovations, pour aller faire du sourcing. C'est vraiment important. Justement, c'est là où les achats sont importants, ils peuvent apporter un plus, c'est par l'innovation. Parce que les business owners, derrière, ils connaissent aussi bien les fournisseurs que les acheteurs, c'est le mieux. Et donc, l'acheteur peut se différencier avec en apportant de l'innovation, en disant c'est bien ce que fait ton fournisseur, mais tu sais que son concurrent, il fait ça en plus. Et donc, ce que l'on fait aussi, c'est qu'avec notamment les grands groupes et les PME, on fait des réunions tous les ans, on oblige les acheteurs à faire des réunions, ce qu'on appelle les KSR, les cahiers supplier revue, où derrière, on va rencontrer le fournisseur, mais pas pour discuter du business qu'on a derrière avec lui. On va discuter bien sûr du business, mais on va lui demander qu'est-ce que tu fais en plus. Et là, on s'aperçoit qu'avec un fournisseur, même une PME, on emploie par exemple que 10% de ce qu'il sait faire, il est 90%, sur ces 90%, il y a 50% qu'on peut travailler avec une autre direction. Mais comme le PME ne sait pas se vendre, il ne va pas aller venir voir les acheteurs en disant mais vous faites, tu sais, je sais faire ça, et puis je sais innover, je sais faire autre chose. Et donc c'est le rôle de l'acheteur de dire ah mais attends, moi j'ai un client interne, ça peut l'intéresser. Et tout. Donc l'acheteur est vraiment au centre de cette relation et c'est lui qui peut faire croître. Et demain, de toute façon, les directions d'achat s'appelleront plus directions d'achat, mais direction des ressources externes.
Donc, parce que je pense que c'est le monde que demain on devrait avoir tous, enfin, pour un acheteur qui prend le fournisseur comme un vrai partenaire et travaille avec. Oui, bonjour, Philippe Orzado, je m'occupe de handicap et je voulais vous poser une question puisque très souvent les entreprises, pour ne pas payer de pénalité lorsqu'elles n'ont pas le quota, je dirais, qui est sollicité en nombre de personnes, passent par les achats. Je veux dire, pour compenser cela, et s'adresse donc à des entreprises en milieu protégé, les ESAT, etc. Moi-même, j'interviens et j'ai travaillé à la promulgation d'une loi dans le cadre de la loi El Khomri, d'un article, pour l'inclusion des personnes handicapées en entreprise ordinaire. C'est-à-dire on a signé la convention de l'ONU sur l'inclusion de ces personnes en entreprise ordinaire et aujourd'hui on est en train de décliner, donc de rendre un petit peu obsolète l'étape intermédiaire qui était les entreprises en milieu protégé pour aller vers l'inclusion en entreprise ordinaire. Et je voulais vous poser la question, vous, si vous avez un outil qui vous permet de différencier des achats à une entreprise qui a atteint certains quotas de personnes handicapées versus une entreprise qui n'aurait pas du tout de politique dans ce domaine. Alors peut-être une question un peu complexe. Non, pas du tout. Je suis content que vous posiez la question. Malheureusement, ça va m'obliger à parler d'une autre casquette que j'ai eue pendant longtemps. On est un certain nombre à créer une association qui s'appelle Pas à Pas en Déco, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une plateforme d'achat en fait à destination des entreprises qui veulent orienter une partie de leur achat vers les ESAT, vers les EA, vers les entreprises du secteur protégé et qui ont du mal à les trouver, à les identifier. Donc aujourd'hui, cette plateforme existe. N'hésitez pas à vous rapprocher. Vous regardez en déco Pas à Pas sur Internet et vous trouverez ça facilement, à vous inscrire sur cette plateforme. Et Alain, tu lèves le doigt. Voilà, Alain qui est ici pour en parler si vous avez des questions. Mais vous voyez, ça fait partie des idées qu'on peut avoir, des projets qu'on peut porter, qui aujourd'hui, il y a pas mal de grands groupes qui adhèrent à cette plateforme et qui font que, encore une fois, parce qu'on sait la complexité, même, vous disiez, même quand on veut, même les grands groupes qui veulent travailler avec les ESAT, avec les EA, enfin maintenant les noms ont changé, mais avec les entreprises employant des travailleurs handicapés en situation de handicap, ont du mal à les trouver. Donc ce genre de plateforme permet de créer du lien, de créer de la connexion. Il ne faut pas hésiter à les promouvoir et à les utiliser. Je crois que je sens venir votre remarque qui est comment on travaille avec une entreprise ordinaire qui intègre des personnes en situation de handicap. J'ai bien compris que c'est votre question, mais je voulais déjà parler des entreprises qui emploient des entreprises en situation de handicap de manière généralisée. Après, effectivement, je vais laisser Jean-Luc compléter pour le casse-tête, comment faire pour identifier des entreprises entre guillemets normales, mais j'aime pas trop le terme, qui utilisent des personnes, enfin qui emploient des personnes ordinaires, mais en situation de handicap. Alors, nous sommes adhérents à la plateforme Déco Pas à Pas. Ça rend original, Pierre. Mais bon. Oui, je sais, mon cher Jean-Luc. Donc, on a un sourcing qui est fait à ce niveau-là. Alors, tous les grands groupes doivent employer des personnes, c'est 6%. Nous ne sommes pas à 6%, nous sommes à 3,4%. Et pourquoi on a d'énormes difficultés à le trouver? Parce que vous avez 98% des personnes handicapées qui sont au chômage, et sur ces 98% des personnes handicapées, vous en avez aussi 98% qui n'ont pas de bac. Donc ils sont dédiés à des emplois, si vous voulez, plutôt manuels. Nous, chez nous, Allianz, on embauche à bac plus 3, bac plus 5. Donc on ne peut pas avoir les 6% parce qu'il n'y a aucune école qui forme. J'ai essayé de pousser des choses à ce que l'ENAS, l'École nationale d'assurance, forme des gens handicapés, mais c'est très difficile. On n'y arrive pas. Donc on se retourne vers nos emplois, vers nos achats, je dirais, enfin, les indirects, et c'est là où tombe le casse-tête. Comme disait Pierre, c'est que comment on va travailler avec des ESAT. On travaille avec beaucoup avec des ESAT. Je ne sais plus le chiffre en tête, mais on doit avoir une quarantaine de ESAT qui travaillent pour nous, c'est plusieurs millions d'euros. Mais le problème qu'on a, c'est pas tellement de trouver des entreprises, parce qu'on arrive à trouver, justement, grâce au sourcing, c'est de convaincre les business owners derrière que l'entreprise va travailler comme une entreprise classique. C'est ça le plus difficile. C'est pas de trouver une entreprise et de dire ah ben tiens, je vais confier par le marché. Les acheteurs, ils ont tous reçu des formations spécifiques faites par des Pas à Pas justement pour travailler avec des entreprises handicapées, faire un sourcing. Et comment on traite une entreprise qui emploie des personnes handicapées? On la traite comme une entreprise dite classique. C'est une entreprise normale. Elle participe. Ce qu'il faut, c'est juste l'ouvrir l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'au lieu de consulter 4 entreprises, vous mettez une 5e entreprise, une A, une ESAT. Et vous lui envoyez le même cahier des charges, elle répond pareil, il faut qu'elle ait les mêmes conditions, elle sera payée comme les autres, il faudra qu'elle réponde aux mêmes critères. C'est une entreprise normale. Parce qu'elle emploie des personnes handicapées.
mais où il y a le problème qu'il y a derrière, pour l'acheteur, ça ne pose aucun souci. Je vous dis, c'est le business owner derrière. Quand vous allez lui dire, ah ouais, mais la personne qui va venir travailler, elle a un bras à moins, elle a un œil à moins, vous dire, ah ouais, mais il sait travailler. Ben non, il ne sait pas travailler, tout va bien, il a juste un accident de voiture, il a un bras à moins. Mais bien sûr que si, il travaille exactement comme les autres. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est de convaincre, si vous voulez, les utilisateurs que l'entreprise qui va travailler sera aussi performante que l'entreprise dite, entre guillemets, classique. Et c'est là où l'acheteur a le plus de mal à convaincre. Hein. C'est en interne. Après, de trouver, on arrive à trouver des secteurs d'activité où il y en a très très peu. On va trouver beaucoup d'entreprises alors sur des travaux dits classiques d'espace vert, de nettoyage, de tri, de choses comme ça, mais on travaille aussi avec des entreprises qui travaillent en innovation sur le digital, parce que là on a passé des marchés avec les actes sur du digital, donc on arrive à trouver quand même sur des niches des choses qui se font. Alors il y a des grands groupes qui travaillent très bien, comme je sais que la Poste ou la SNCF sont très bons là, sur ces sujets-là, parce qu'ils travaillent énormément avec des ESAT parce qu'ils développent carrément des partenariats et des business derrière. Parce que je crois que les vélos de la Poste se sont tous séparés maintenant par des EA et des ESAT. Absolument. Les vélos des facteurs. Donc c'est plus difficile pour nous parce qu'en métier de service, on travaille plus sur des prestations intellectuelles, c'est pas facile à en trouver. Mais on arrive quand même à trouver et c'est pareil, il faut l'écrire. Si vous voulez, dans notre process d'achat, comme on est audité, aussi bien en interne qu'en externe, le label, si vous voulez, on a écrit que dans un appel d'offres, lorsqu'on a la possibilité d'avoir une famille d'achat dans laquelle on sait qu'il y a des EA et des ESAT, on inclut, donc on va sur la plateforme Parapap qui nous liste, si vous voulez, par région les EA et les ESAT qui sont qualifiés, parce que derrière, il faut récupérer les UB, les unités bénéficiaires, donc les équivalents en plein de travail handicapé pour qu'ils viennent en déduction de la pénalité qu'on paye en fin d'année. Donc ça nous permet d'avoir tout ça. Donc on peut le faire derrière. Donc grâce à ce sourcing, on arrive à le faire, mais ça demande en termes de stratégie achat, en amont, d'avoir identifié pour chaque famille d'achat le potentiel possible en EA ou des ESAT. Il y a des familles, ça ne sert à rien d'aller chercher des ESAT parce qu'il n'y en a pas. Donc ce n'est pas la peine de se casser la tête avec l'acheteur en disant tu vas aller chercher des ESAT parce qu'il n'en trouvera pas. Et grâce justement à des outils comme Andeco pas à pas, on arrive à cibler ça et en disant sur ce secteur ou dans telle région et dans telle famille d'achat, on sait qu'il y en a, on va les consulter. Alors juste pour compléter sur votre question qui était aussi sur les entreprises ordinaires qui emploient des personnes en situation de handicap, la façon dont un acheteur peut évaluer la performance d'une entreprise classique, moi aussi j'aime pas ça mais bon, sur la façon dont elle embauche des personnes en situation de handicap, ça va passer par l'évaluation de la performance RSE d'un fournisseur. Et là il y a deux façons de le faire. Il y a des façons très générales qui vont évaluer de façon macro la performance RSE. Il y a des plateformes, il y a des questionnaires, il y a tout ce que vous voulez. Et sinon on peut aller plus dans le détail et par exemple nous on le fait en disant dans le cahier des charges et dans les spécifications qu'on va mettre, on va demander au fournisseur quelle est sa politique en matière RH en général et même en matière de situation de handicap. Et sur les services, on arrive à le faire, peut-être même plus facilement que sur d'autres, du moins à le valoriser. J'ai des souvenirs de prestations de nettoyage, par exemple, où on interrogeait des entreprises secteur protégé, des entreprises ordinaires, et pour les entreprises ordinaires, on leur demandait quelle était leur politique particulière pour l'embauche de personnes en situation de handicap. Donc il y a un moyen, mais ça demande encore d'adapter les procédures, d'avoir des acheteurs qui soient formés, etc. Sur certains marchés, on impose même un pourcentage. Oui, parfois. Mais par contre, il y a un truc, je vous cite un exemple, il y a une ETI qui emploie des personnels handicapés, et on ne le savait pas, donc c'est en discutant avec elle lors justement des fameuses réunions que l'on fait, qu'elle dit que j'ai un emploi derrière, elle me dit mais pourquoi vous ne me le proposez pas? Elle me dit parce que je ne veux pas vous le proposer, parce que je ne veux pas détruire mon image vis-à-vis d'Allianz. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de tabous à gommer, et puis de façon à ce que ces gens-là puissent travailler. Il n'y a pas que du côté des achats, il y a aussi des entreprises qui font qu'elles sachent se vendre aussi derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Alors je vous donne la parole. Voilà, merci. Et puis je veux venir en complément sur l'importance de la formation. Vous avez tout à fait raison, hein. Vous avez parlé de pouvoir former des acheteurs. Et je voudrais saluer une initiative marseillaise, donc j'en suis très fier, et plus particulièrement une initiative des entreprises dans le numérique à Marseille, donc qui sont en tension, qui ont du mal à recruter des ingénieurs informatiques. Donc en fait, ils recherchent des ressources, des viviers.
Et donc, ils ont une initiative de former des personnes en ingénierie informatique avec l'école Polytech. Il y a la première session qui vient de démarrer. Donc, ils recrutent uniquement des personnes en situation de handicap qui sont déjà à Bac plus 4 ou Bac plus 5, mais en échec d'emploi. Donc, et pendant 2 ans, ils vont les former. Ils vont sortir donc des ingénieurs informatiques avec une garantie d'emploi derrière, puisqu'on a les entreprises de la région comme Gemalto, Capgemini, etc., qui attendent effectivement pour ces promotions-là. À ma connaissance, à l'échelle nationale, c'est quelque chose de nouveau, qui est assez unique. C'est le préfet, M. Bayard, qui est lui-même en fauteuil roulant, donc qui est venu inaugurer. Donc voilà, si ça peut susciter, si éventuellement vous avez des formations en tension ou autre, donc c'est une idée que je donne, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que sans qualification, il y a quand même de sérieux freins à l'emploi et à l'inclusion. Du coup, effectivement, on avait ces personnes-là qui ont obtenu des qualifications, mais qui n'étaient pas raccord avec le marché. Et puis là, voilà, il y a une réorientation, 2 ans, c'est pas très long, 2 ans à l'échelle d'une vie. Et puis moi, je crois beaucoup à l'inclusion, mais effectivement aussi à la qualification. Merci. Très belle initiative. Pardon ? L'école qui forme, c'est Polytech, donc à Lumini. Et les entreprises, c'est un réseau d'entreprises dans lesquelles on a Gemalto, Capgemini, etc. Mais si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai des références précises. Bravo, ouais. Mon sujet, c'était de dire, on s'est beaucoup exprimé, donc vous savez plein de choses de nous, et nous, on ne sait pas trop qui on est en face. Alors, du coup, je vais vous proposer dans les 2 minutes qui restent, alors pas faire un tour de table, évidemment, d'être nombreux, mais de savoir, est-ce qu'il y a des PME dans la salle, si oui, bien vouloir lever la main pour qu'on puisse vous identifier, savoir à qui on s'est adressé aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a des grands groupes qui sont dans la salle, des représentants, salariés, cadres de grands groupes? 2. Bon. Des représentants de collectivités locales. Waouh. En force, les collectivités locales. Et donc, des représentants associatifs, peut-être, je pense. Merci. Des consultants. Des consultants. Des consultants. PME, consultants PME. Consultants, moi j'avais, oui, c'est vrai que... Et puis, est-ce que ceux qui n'ont pas levé la main peuvent nous dire qui ils sont? Une start-up Une start-up. et chambre de commerce. Parfait, merci, c'était pour faire connaître. Merci Malika. Merci à tous. On a fini normalement pile dans les temps. Bravo. Puisqu'il est 15h59. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on a quelques minutes pour échanger aussi dehors si vous le souhaitez. Yes. Très bien.